Vous écoutez le podcast de Collection Miwa. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui avec Fred Marie. Alors Fred Marie, tu es photojournaliste, tu as un blog qui s'appelle Destination Reportage, tu es à la tête du collectif DR, tu viens de lancer le magazine DZ, tu as également un podcast, Photographe Pro 2.0, auquel j'ai déjà eu le plaisir de participer. Et tu as aussi trouvé le temps d'auto-éditer un livre para sur lequel on reviendra tout à l'heure. Alors la première question, bonjour Fred Marie. Salut. La première question c'est, tu es tout seul à faire tout ça ou tu as une armée derrière toi? J'ai une armée, je commence à avoir plein de soldats. Non, j'ai pas mal de gens qui m'aident dans tout ça, et c'est un gros challenge pour moi en ce moment d'arriver à déléguer un maximum de trucs et d'apprendre le management, ce genre de choses. Donc il y a aujourd'hui 5 personnes qui m'aident sur un peu tous ces projets sous forme de freelance en fait, hein. C'est pas encore des salariés, je suis en train de faire les démarches pour commencer à salarier des gens en pige, donc pour ceux qui connaissent le photojournalisme, c'est un salaire, mais comme pour un indépendant. Donc voilà, j'ai commencé à créer une équipe. Et après c'est une question d'organisation, hein. Quand tu as plusieurs projets, c'est réussir à cloisonner ton temps, des créneaux de temps pour avancer sur tous ces projets un peu en même temps. Et après, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tous ces projets ont des liens entre eux. Donc ça a du sens. C'est pas des projets complètement décorrélés les uns des autres. Il y a toujours un lien entre le magazine, le collectif, les podcasts, etc. Ok. Alors je vais te laisser te présenter, mais avant ça, je vais faire une petite capsule actu. C'est nouveau dans le podcast, c'est également une première ce soir. J'essaye de le structurer au fur et à mesure des épisodes, donc je vais faire une petite capsule actu. Alors dans l'actu, donc nous venons d'enregistrer sur la plateforme le livre Para, que tu as auto-édité avec l'emblématique adjudant-chef Jean-Raphaël Drahi. Emblématique, c'est le mot. Emblématique, ouais, je fais un petit clin d'œil à un des statuts qui a été publié les derniers jours. Donc le livre est dispo sur la plateforme et ça vous renverra vers le site du magazine DZ où il y a une boutique et le livre est en vente avec une remise actuellement de 10 €, ce qui est assez intéressant. Autre actu, William Lamblay, l'auteur du livre 7, les rites et coutumes des mariages indiens, sera présent au festival What a Trip en septembre et il exposera ses photos issues du livre à la mairie de Juvignac. Voilà pour l'actu. Super livre d'ailleurs. Alors on va je fais de la pub pour le livre de William que j'ai acheté pendant le crowdfunding parce que c'est vraiment un super bouquin et c'est un super photographe. Donc allez l'acheter. Tu t'en as pensé quoi du livre? T'aimes forcément? Ouais, franchement, il est super bien et c'est génial de voir son évolution sur la partie presse, reportage. Donc c'est vraiment cool après d'avoir le livre entre les mains. Et enfin toi, tu le sais aussi quand t'as bossé sur tes livres, c'est toujours un moment assez magique d'avoir ton livre entre les mains. Et quand t'as traversé tout l'ascenseur émotionnel qu'il y a quand tu fais un livre. Tu peux te projeter aussi sur les projets des autres quand tu commences à les connaître et ressentir ça aussi un peu pour eux, donc c'est toujours cool. Alors on aura l'occasion de revenir sur l'édition. Je voudrais que tu te présentes, donc présente-nous Fred Marie. On va dire que tu as 18 ans, tu sors de l'école et tu te lances dans la vie active. T'as fait quoi? T'as déjà dit tout ce qu'il fallait dire, qu'en gros je suis donc photojournaliste. Ça fait maintenant quasiment 10 ans que je fais ça. J'ai suivi un cursus d'histoire géo en licence, après un master en journalisme. Et assez rapidement, je me suis lancé dans la vie active pour bosser pour des agences de presse en freelance. Et je suis resté freelance jusqu'à maintenant. J'ai commencé à bosser pour différents magazines. Mes premiers clients, ça a été des magazines comme L'Équipe Magazine, Le Figaro, VSD, beaucoup VSD pendant un certain temps, de la presse spécialisée. Petit à petit, je me suis spécialisé dans l'univers de la défense et de la sécurité, donc tout ce qui est armée, militaire, etc.
Mais pas que, mes premiers sujets, ça a été des sujets sur la montagne, sur les sports extrêmes, sur l'outdoor, donc tout ce qui est base jump, highline, etc. Et petit à petit, je me suis tourné vers l'enseignement. Donc j'ai créé un blog qui s'appelle Destination Reportage, sur lequel je donnais des conseils pour apprendre à faire de meilleures photos. D'abord pour les amateurs, ensuite pour des professionnels. Dans cette recherche d'améliorer mon contenu sur Internet, sur les réseaux sociaux, je me suis intéressé au marketing en ligne. Donc j'ai découvert un univers assez dingue qui était celui des formations en ligne, des podcasts, de la vidéo, etc. Donc j'ai expérimenté plein de trucs, jusqu'à créer des formations pour les photographes sur des parties marketing. Et comme je disais tout à l'heure, tout a une logique, tout a un sens, tout est connecté. Est venue ensuite l'aventure de DR, donc le collectif DR, comme Destination Reportage, qui rassemble aujourd'hui des gens comme toi, des photographes talentueux. On est à peu près 80 maintenant dans la structure. Et voilà. Fred Marie, tu es photographe, photojournaliste, journaliste. Qu'est-ce qui prend le plus de place dans ton activité, en dehors de la partie enseignement ? En fait, pour moi, le journalisme, c'est pas tellement un métier, c'est plus ça fait un peu pompeux de dire ça, mais c'est plus une philosophie, c'est plus un mode de vie, tu vois, un lifestyle, une philosophie, en gros, une vision du monde qui est particulière et pour laquelle il faut se battre un peu tous les jours pour trouver des débouchés économiques, c'est-à-dire tout simplement en vivre. Les journalistes aujourd'hui peuvent vivre de ça, du journalisme, en étant salarié de rédaction ou en étant indépendant, et en travaillant à la pige, en étant indépendant, ou alors en faisant ce que je fais moi, c'est-à-dire créer mon activité en quelque sorte, donc créer un magazine, créer des livres, créer un blog, tu vois, créer tout cet écosystème. Et là on rentre dans ce qui est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de créer des projets, trouver des business models autour de ces projets. Et l'idée, c'est d'arriver à connecter tout ça, en fait. D'accord. Tu as commencé la photo quand ? J'ai commencé quand je suis arrivé en école de journalisme, donc 2011-2012 à peu près. D'accord. Et tu t'es formé tout seul, autodidacte ? Ou tu as pris des cours, tu as suivi des tutos, école ? Alors, pendant longtemps, je t'ai dit que j'étais autodidacte. Et après, j'ai commencé à écouter des entrepreneurs qui disaient qui expliquaient ce que c'était vraiment d'être autodidacte. Et je me rends compte que je ne l'étais pas vraiment. J'ai pas eu de cours de photo à proprement parler dans mon école. Donc j'ai appris en lisant des bouquins, en regardant sur Internet. Mais j'ai surtout appris au contact d'autres photographes quand j'ai fait des stages, quand j'ai fait des reportages sur le terrain avec eux. Et j'ai énormément appris de discussions, de rencontres. Est-ce que c'est autodidacte ou pas, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai appris le mode manuel en faisant des photos de concert. C'était pour moi le truc le plus formateur. Tu arrives dans une salle au bikini, pour ceux qui connaissent Toulouse. Quand tu es au bikini avec ton appareil photo, ton D3100, je ne sais plus ce que c'était, tu apprends tes réglages super facilement, quoi. Enfin, super facilement. Super efficacement, on va dire. Tu galères, mais voilà. C'est sûr qu'en concert, si ça rentre pas rapidement, la technique, les photos derrière, ça donne pas grand-chose. C'est clair que c'est une pratique qui est très formatrice. La photo, ça a toujours été un truc que tu voulais faire. Tu as fait ton parcours scolaire et plus tard professionnel pour pouvoir faire de la photo, ou c'est un truc qui est venu après le journalisme ? C'est arrivé au moment où j'apprenais ce que c'était le journalisme. C'est-à-dire que c'était... Alors, j'en faisais un petit peu comme ça, parce que pendant les voyages avec mes parents, je faisais pas mal de photos, mais c'était vraiment sans vraiment réfléchir à ce que je faisais. C'est après, quand j'ai commencé à faire des articles de presse, à couvrir l'actualité locale et nationale à Toulouse, que j'ai rencontré des photojournalistes. Je les ai vus travailler, je les ai observés. C'était surtout pendant les périodes électorales de 2012, où avec ma promo au journalisme à Sciences Po, on travaillait sur cette thématique-là, on faisait des conférences de rédaction, on avait le journal comme le journal du lycée, mais version IEP. Et là, on a vu comment travaillaient les gens qui bossaient pour Le Monde, Le Figaro, Paris Match, etc., qui étaient sur place. Et j'ai commencé à discuter avec eux, à apprendre ce que c'est ce métier-là. Et ça m'a plu. Et voilà, c'était pas... Mais la photo, pour moi, n'est pas
je me définis pas comme un photographe à 100% dans le sens où la photo est un prétexte, un moyen, n'est pas la majorité du temps à travailler sur une thématique. Je pense que tu le sais aussi, tous les photographes professionnels qui nous écoutent pourront comprendre que c'est quand tu fais des photos à proprement parler, quand tu sors ton appareil photo du sac pour faire des images, pour déclencher, c'est 5% de ton temps. Le reste du temps, c'est de la réflexion, de la préparation, du marketing, de la vente, de la communication. Voilà, donc c'est la partie un peu fun, un peu sympa, mais qui ne correspond pas à la réalité de ce métier dans le journalisme ou dans la création au sens large. Ouais, je crois que c'est peu importe la spécialité, c'est un peu pareil pour tous les photographes. Mais comme tu dis, ouais, c'est 5% du temps où on fait des photos, et encore, si on prend au prorata du 1/200e de seconde à laquelle on prend les photos, finalement, on n'est pas du tout photographe, en fait. Tu es spécialisé dans les sports extrêmes, dans les milieux de la défense. Comment t'en es arrivé à ces spécialités ? C'est pas courant. Ça a été une suite en fait d'événements non prévus. En gros, quand j'ai commencé le journalisme, je bossais comme correspondant de presse locale à Toulouse pour la PQR, la presse quotidienne régionale, donc la Dépêche du Midi, pour ceux qui connaissent. Et du coup, je couvrais l'actualité locale de 2 villes à côté de Toulouse, de 2 petits villages, enfin 2 petits villages de 10 000 habitants. Et donc je couvrais l'actualité locale, donc ça allait du match de foot de Fédéral 32 au tournoi de bridge du coin, jusqu'à au déplacement du maire, voire d'un ministre qui passait par là. Et dans l'actualité locale, il y avait aussi l'actualité d'une caserne militaire. Donc à Francazal, il y a une base militaire. Et en faisant des photos de cérémonies militaires, d'entraînement pour de gens qui partaient en opération, j'ai commencé à me renseigner sur ce qu'ils faisaient là, sur l'intérêt de ce sujet. Et à force de faire des images, de rencontrer des gens, je me suis petit à petit spécialisé là-dedans. Je commençais à faire des reportages sur des petits entraînements, des missions d'entraînement. Et puis ensuite, je suis parti sur des entraînements internationaux. J'ai vu que ces sujets plaisaient à la presse aussi spécialisée et la presse généraliste, qui n'avait pas forcément beaucoup d'accès pour couvrir ce genre de sujet. Et voilà, petit à petit, je suis rentré dans ce réseau-là. Et jusqu'au moment où j'ai pu partir en opération extérieure, sur des missions à l'étranger, dans des régiments qui sont un peu partout en France et d'autres armées étrangères. Et voilà, c'est un milieu qui est passionnant, qui est intéressant, qui ne ressemble pas à ce qu'on imagine de l'extérieur. C'est un environnement où on apprend tout le temps beaucoup de choses. Donc voilà, c'est très stimulant. Alors tu reviens, c'était quoi, il y a un mois à peu près, tu étais dans une zone un petit peu tendue dans le monde en ce moment, c'est aux 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, si je ne dis pas de bêtises. Tu peux nous parler un peu, c'est comment d'être photographe embarqué sur une mission de ce type ? Ouais, alors effectivement, c'est la zone des 3 frontières, donc l'idée c'était de suivre une section de parachutistes qui sont basés à Castres, au 8e RPIMA, que je suis maintenant depuis quasiment 3 ans pour un projet de long terme, qui est d'ailleurs dans le livre Para. Et là, ils sont partis, donc il y a plus d'1 mois, pour une mission là-bas, parce qu'il y a eu des événements, l'armée malienne s'est un petit peu fait, battre par des terroristes dernièrement, donc du coup on a renvoyé un peu de renforts français, et donc ils faisaient partie des renforts, donc j'ai pu les suivre là-bas sur place. Et j'étais ce qu'on appelle embedded, donc en gros un journaliste qui part comme ça dans une zone avec des forces armées, et quand il reste avec les forces armées, c'est ce qu'on appelle embedded, donc tu es intégré dans le dispositif militaire. Il n'y a pas que les Français qui font ça, tu peux faire ça avec les Américains, avec les Anglais, voilà, avec d'autres armées. C'est bien parce que ça permet d'avoir une certaine forme de sécurité déjà. Il y a moins de chances que tu te fasses enlever, que tu te fasses blesser parce que tu es avec des gens qui sont là aussi pour te protéger, même si ce n'est pas leur mission première. Toi, tu es là en tant qu'invité. Donc l'idée, c'est que justement, tu ne les mettes pas en danger toi-même en faisant n'importe quoi. Que ce soit pas un boulet, quoi, tout simplement. Et
Et en même temps, c'est pas forcément super parce que ça te permet pas de faire tout ce que tu veux. Tu dois rester forcément avec les forces armées. Mais comme c'était mon angle de reportage, et en général c'est ce qui se passe, c'est ton angle de reportage, donc tu restes de ce côté-là. Mais il faut essayer d'avoir un petit peu les oreilles enfin, il faut que tu restes attentif à ce qui se passe autour de toi et que tu comprennes que tu n'es que d'un côté et que tu racontes l'histoire que d'un côté. Donc pour faire du journalisme, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, il faut essayer de comprendre l'intégralité de la situation. Mais en étant sur place, déjà, c'est super intéressant parce que ça permet de voir dans quelles conditions les gens y vivent, dans quelles conditions ils travaillent. Et tu auras beau regarder toutes les photos, toutes les vidéos, tous les reportages qui existent sur ces thématiques-là, tant que tu ne le vis pas, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu comme, c'est un peu comme tout, hein, dans tous les domaines. Je pense que toi, tu as pas mal vadrouillé en Afrique aussi. Tu le vois, il y a un énorme décalage entre ce que tu vis sur place, ce que tu vois sur place avec tes yeux, et ce que tu peux voir à la télé, sur Internet, sur ces populations, voilà, sur les modes de vie des gens que tu rencontres. C'est vrai qu'on ne se rend jamais compte en fait de ce qui se passe sur le terrain. Tu as diffusé une vidéo sur YouTube hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus, où on voit un petit peu, c'est un peu le côté off, on va dire, de tes photos. Et il y a une image qui me marque en fait, parce qu'on s'y attend pas, c'est que le soir, a priori, tous les véhicules se mettent plus ou moins en cercle et vous campez au milieu. Ça doit être assez dingue de savoir que de l'autre côté du camion, c'est la jungle. Et il y a ce petit cercle qui a l'air quand même assez fragile où vous êtes protégé. Tu vis ça comment? T'as l'habitude ou il y a bien eu une première fois, tu l'as vécu comment? T'as pas été vraiment formé comme militaire? T'es pas trop préparé à ça? En fait, j'ai été préparé dans le sens où, à force de faire des reportages en montagne, par exemple, avec des gens qui font des sports de nature et qui vont bivouaquer en montagne, t'arrives plus ou moins facilement à t'adapter à ce genre de situation. C'est-à-dire que quand tu es à l'extérieur, comme ça au milieu de rien, tu es dans le désert, que ce soit le désert de sable dans le Sahel, ou la jungle, ou la montagne enneigée, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu es loin de tout, tu n'es pas dans la civilisation. Et là, il se passe un truc où tu es obligé de t'adapter, de revoir ton envie de confort, ton besoin de confort. Et en fait, tu ne te poses pas trop la question. Alors là, la différence qu'il y a avec ce que j'avais vécu avant, c'est qu'il y avait un danger supplémentaire qui était qu'à tout moment, il y aurait pu y avoir une attaque ou un risque d'IED, donc d'engins. C'est des engins explosifs qui sont planqués par les terroristes sur place pour faire exploser les convois. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent. La plupart des soldats français qui meurent là-bas meurent à cause de ça. Donc c'est un truc qui fait forcément un peu flipper. Maintenant, on était dans une logique où il y avait quand même peu de chances que ça tourne vraiment très mal. Donc j'étais assez confiant. Maintenant, voilà, c'est une question aussi de balance aussi, parce que tu es dans un endroit où très peu de gens peuvent aller, très peu de journalistes peuvent aller. Là, surtout avec le Covid, c'était très compliqué. C'était interdit techniquement d'envoyer des journalistes sur place. Donc je sais que j'avais beaucoup de chance. J'ai profité de cette chance. Je l'ai appréciée le plus possible. Et ça, plus adrénaline, te fait oublier pas mal de choses. Donc au final, tu penses plus trop à ça. Après, il y a le moment où tu dois sortir du cercle de véhicules justement pour aller tout bêtement faire tes besoins, par exemple, et te dire que quand le mec te dit va dans cette direction parce que là on est sûr qu'il n'y a pas de mine ou il n'y a pas de gens qui pourraient venir et t'éloignes pas trop, là tu dis d'accord, là tu vis un moment un peu particulier. Mais ouais, c'est des super bons souvenirs. Après, c'est clair que moi je suis privilégié parce que j'y suis allé qu'une dizaine de jours au final dans ce désert. Là, les gens que j'ai rejoints, ils sont pendant 2 mois et demi. 2 mois et demi dans ces conditions, c'est compliqué. Tu vois, moi j'ai morflé pendant 10 jours, eux en 2 mois, j'imagine même pas en fait, parce que là c'est un sacré challenge, ce qu'ils vivent sur place. Alors je rebondis sur ce que tu dis que tu as morflé pendant 10 jours, c'était pire que la Guyane ou pas? C'est pas pareil en fait, c'est pas la même
Faut que tu nous parles de la Guyane. En fait, Fred est spécialiste des trucs foireux au niveau confort. Mais en fait, à force, je me rends compte que les militaires sont spécialistes des trucs foireux de base. En fait, en général, de toute façon, les conflits se passent dans des zones les plus pourries en général. Et c'est ça aussi qui est passionnant aussi avec le fait de suivre des militaires, c'est que le militaire de base, sa mission, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est d'aller là où les autres pourront pas aller, de faire ce que les autres pensent impossible. C'est ça concrètement. Et donc pouvoir suivre ces gens, ça qui est intéressant, c'est de voir à quel point ton corps et ton mental peut être résistant à beaucoup de situations stressantes, complexes, qui font souffrir. Parce que quand il fait 50 degrés toute la journée, ton corps, il souffre, quoi. Quand tu sens ton pouls qui est comme à 200 toute la journée, tu sens que c'est pas bien. Quand tu bois de l'eau chaude toute la journée, c'est pénible. Quand tu peux pas te rafraîchir, que tu peux pas te reposer, que tu peux pas trop dormir, que tu luttes contre la fatigue, le sommeil, c'est compliqué. Par rapport à la Guyane, ce qui était différent, c'est que c'est pas le même type de chaleur. Là, c'était un froid chaud un froid chaud, pardon. Un chaud sec, une chaleur sèche, alors qu'en Guyane, c'est tout le temps très humide, t'es tout le temps mouillé. Soit parce qu'il pleut, soit parce que la transpiration, soit parce que taux d'humidité de 60 000%. En Guyane, ce qui était pas cool, c'est tout ce qui est insectes et tout. Moi, je supporte pas en plus tout ce qui est serpent, araignée. Donc là, j'étais servi. La Guyane, c'est gagné pour ça. Là, il n'y avait pas trop ce problème, à part quelques scorpions, tout ça, mais bon, tu les vois pas vraiment. Donc c'est plus relax. Maintenant, c'est le fait de patrouiller en véhicule quand tu es dans les blindés, que tu es entassé à 7-8 personnes à l'arrière d'un VAB qui roule sur des terrains complètement escarpés. Donc heureusement que tu as un casque, parce que sinon tu te prends le mur toute la journée. C'est un peu usant. Le fait de devoir checker ton matériel, faire attention qu'il n'y ait pas trop de poussière qui rentre à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de choc, parce que j'étais parti très light au niveau matos, donc si j'avais pété une optique ou un truc comme ça, ça aurait été pénible. C'est complexe, et en même temps c'est intéressant, tu apprends sur toi, tu apprends sur ta façon de travailler. Et en même temps, tu peux pas trop te plaindre, parce que tu es avec des gens qui, eux, c'est un autre style de boulot, c'est une autre mission, mais c'est le même endroit, et en plus, tu vois, il faut pas que tu les gênes, il faut pas que tu interfères trop aussi. Si tu veux en plus des photos naturelles, il faut que tu restes détaché, que les gens te voient, mais te voient plus, en quelque sorte. Ça, c'est un truc avec l'expérience, je commence à bien le faire, c'est que les gens m'oublient assez facilement. Ce qui est bien du coup, parce qu'ils font plus attention à toi, donc tu peux faire des images assez intéressantes. Et en même temps, tu dois t'inclure dans le groupe aussi, parce que pour des trucs basiques, quoi, quand tu manges, quand tu gères ta logistique, quand tu suis un convoi, faut t'intégrer. Discuter avec les gens pour qu'il y ait une bonne ambiance aussi. Tu disais que c'était des gens avec qui tu travaillais, enfin que tu prenais en photo et avec qui tu faisais du reportage depuis 3 ans, c'est ça? Donc ils te connaissaient en fait déjà? Ouais, c'est des gens que je suis, c'est des jeunes en fait qui se sont engagés, donc la plupart ils avaient 18, 19, 20 ans, et en fait je les suis depuis leur premier jour dans l'armée. C'était le gros projet que je m'étais lancé. Il y a 3 ans, c'était de suivre vraiment une section et plus particulièrement une personne pour voir toutes les étapes de son engagement, ses premiers sauts en parachute, ses premiers tirs avec son arme, ses premiers déploiements à l'étranger. Et donc du coup, quand tu suis ces gens et qu'ils t'ont vu eux pendant toutes ces étapes importantes pour eux, même dans la vie d'à côté, tu vois, quand on est allé boire des coups ensemble, je les ai suivis en boîte de nuit pour faire des photos, certains c'est dans leur intimité, ça crée des liens, et les gens quand ils te voient débarquer comme ça dans le désert, arriver en hélico au milieu de nulle part, ils te disent mais qu'est-ce que tu fous là encore, quoi. Du coup ça crée encore lui. Tu vois, une petite anecdote, quand l'hélico m'a déposé, on avait pris un hélicoptère, j'ai pris un hélicoptère britannique, un Chinook, tu sais, ces trucs qu'on voit dans les films avec les 2 rotors là. Ouais. Et les Britanniques voulaient que tous les passagers mettent le masque, pour le Covid. Bon, une fois que t'es sur place, tu mets plus de masque, quoi. C'est un peu con, mais bref, t'es quasiment tout seul dans ton hélico, t'as ton masque, t'as ton casque, ton machin, donc tu sors, et là l'hélico
est chargé par tous les pneus éclatés, les bidons vides, etc. des gens sur place pour faire un ravitaillement. Donc pendant qu'ils font cette manip, moi je fais des photos. Donc là je me prends tout le vent, tout le sable dans la figure. Là le masque, t'es content de l'avoir parce que pour une fois il sert à quelque chose, tu te prends pas le sable dans la tête. Mais du coup les gens ils voient débarquer le mec, ils savent pas trop qui c'est. Et à un moment il y en a un qui s'approche de moi, un militaire que je reconnais parce que je l'avais croisé en Guyane. Donc je souris, bon il voit pas que je souris mais je vais pour le checker. Et puis il me regarde bizarre et puis là j'enlève le masque. Et là, il éclate de rire, il fait « Mais non, qu'est-ce que tu fais là ?» Tiens, il se tape dans la main et ça crée un truc mais complètement bizarre. Et après, l'hélico s'en va et là, le calme revient, c'est dans le silence du désert. Et là, tu dis « Ok, bon, voilà, là, tu es avec les véhicules, les mecs t'expliquent où tu mets ton lit de camp, comment ça se passe. Ouais, là, tu es au milieu de nulle part et tu te dis « C'est cool. » Ouais, ça a l'air. Au niveau photo, ça devait être top, j'imagine. Ouais. Il y avait des trucs sympas à faire. C'est toujours frustrant parce que c'est compliqué d'avoir des images d'action à proprement parler parce que après, moi je le savais et à force, les gens qui connaissent aussi le savent, c'est que photographier la guerre ou photographier des conflits, c'est pas un truc super sexy en image. C'est-à-dire que l'action, au moment où il y a de l'action, en général, t'es pas là pour faire des photos parce que t'es pas au bon endroit. Ou alors c'est trop dangereux pour faire des photos, tu es en train de te planquer. Donc tu n'as jamais vraiment des images de la guerre, de l'action, etc. Et là, mon angle de reportage, justement, c'est de montrer la vraie partie de la guerre, c'est-à-dire les gens qui attendent, les gens qui se préparent, les gens qui subissent aussi les conditions compliquées et comment ils s'adaptent. Donc là, j'étais servi. Mais après, tu as toujours cette frustration de te dire qu'il faut ramener des images, qu'il faut ramener des cadrages intéressants, qu'il faut essayer de trouver des situations, mais t'as aucun contrôle dessus. C'est pas comme quand t'es sur un reportage où tu vois, t'es pas photographe de mariage en train de dire à ton marié, ta mariée de se positionner là parce que la lumière est meilleure, etc. Là, t'es spectateur et tu dois quand même réussir à rentrer dans l'histoire et à te creuser la tête pour savoir comment faire les images. Ça fait combien d'années que tu travailles sur le thème de la défense ? Mes tout premiers reportages, je crois que c'était en 2013, un truc comme ça. Même 2012, j'avais commencé à faire quelques images. On va parler de ton livre, mais avant, j'ai une question que j'aime bien poser aux photographes. C'est, est-ce que tu te souviens de ta première photographie ? Tu veux dire ma première photographie en tant que photojournaliste ou en tant que photographe amateur ? Je demande première photographie, mais tu peux me parler de la première photo que tu veux, celle en tant que jeune Fred Marie qui vient d'avoir un appareil photo, en tant que professionnel, mais une première, je veux une anecdote sur une première. Je peux te parler de la... Alors c'est pas ma première photo, mais c'est ma première photo qui a eu vraiment de l'impact, qui a été vraiment beaucoup diffusée. C'est la photo avec un mec qui marche sur une corde à linge. Je sais pas, tu as dû la voir passer cette photo. C'est une photo que j'ai fait d'un ami en train de traverser une slackline en Norvège avec ses fringues qui étaient en train de sécher parce qu'elles avaient été mouillées la nuit. Et cette photo... là pour le coup elle a été montée, on s'est dit tiens ça serait rigolo de faire une photo comme ça et quand on est redescendu à la civilisation, on est redescendu de cette falaise pour aller profiter d'internet, une douche, un truc basique et qu'on a commencé à se connecter sur Facebook pour partager des images, j'ai publié cette photo et pendant les heures qui ont suivi elle a pris des centaines, des dizaines de likes, de commentaires, de machin. Et elle a propulsé un peu la page Facebook de Pyrénaline à l'époque, donc les gens qui sont sur la photo. Et ça a commencé vraiment à faire connaître l'équipe, mon travail, les photos, etc. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir une photo qui montre quelque chose d'intéressant et qui est impactante. Donc je sais pas si c'est pas une première photo, mais c'est une de mes premières photos dont je suis assez fier. Combien de temps tu peux laisser ton appareil photo dans ton sac ? Alors on va voir si ce que tu nous préconises de faire dans le collectif, tu l'appliques, parce que Fred nous dit tout le temps « Sortez, faites des photos, remplissez Pixpalace ». Non c'est un peu différent, je vous dis qu'il faut produire des idées, produire des reportages. Mais après, produire des photos pour produire des photos, bon, je suis pas forcément super fan, mais après tu l'as dit tout à l'heure, moi c'est un peu particulier, je passe plus de temps à faire...
à monter des projets, et puis à m'occuper aussi de gens comme vous, hein, pour bosser aussi sur vos idées, dans vos sujets. Donc du coup, je passe un peu moins de temps sur mes photos. Et en fait, moi, ça me va. Je peux vivre sans faire de photos pendant... Tu vois, par exemple, pendant le premier confinement, j'ai quasiment pas fait de photos. Je crois que j'ai dû sortir une fois ou deux pour faire des photos. Et je l'ai bien vécu. Je sais que ça a été un problème pour beaucoup de photographes. Il y a des gens qui m'ont dit oui, j'ai l'impression de plus savoir faire de photos après 2 mois sans avoir rien fait. Bon, non, moi ça m'arrive pas. Enfin, j'ai pas ressenti ce problème. Je peux comprendre que certains le ressentent, mais moi c'était pas mon cas. C'est une question que j'aime bien parce que finalement ça en dit beaucoup sur le photographe que tu es. Moi c'est un peu pareil, l'appareil photo il peut rester dans le sac pendant des semaines voire des mois, même quand il n'y a pas de Covid. Et pareil, je bosse sur préparer des projets, monter des bouquins ou des trucs qui prennent beaucoup de temps aussi. Mais ouais, j'aime bien cette question parce qu'il y a des gens qui se promènent tout le temps avec leur appareil photo en fait. Et c'est des photographes vraiment très différents, on va dire. C'est une façon vraiment très différente de voir la photo. Donc tu nous disais que tout à l'heure que tu travailles dans le milieu de la défense depuis 2013 et à un moment tu as décidé de faire un livre qui s'appelle Para. Comment c'est arrivé ? C'est un projet que j'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec un emblématique photographe de l'armée de terre qui s'appelle Jean-Raphaël Drahi, que je salue. Qui est surtout un super camarade, un super copain qui arrête l'armée là dans quelques jours pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale civile. Et tous les deux, en fait, on s'est rencontrés pendant un reportage en 2014. Ça commence à faire aussi. Et en fait, on a assez rapidement accroché et à force de se recroiser sur les sujets, sur les reportages, on s'est dit un jour pourquoi pas faire un projet ensemble, faire un livre à 4 mains, à 2 appareils photo, et jouer justement sur le côté, toi t'es militaire, moi je suis civil, moi je peux me permettre des choses que toi tu peux pas te permettre dans ton boulot de communicant, et toi en même temps tu as un regard qui est particulier aussi. Ça serait intéressant de le confronter sur un sujet qui est le même, à savoir donc des parachutistes de l'armée de terre. Et ça a donné lieu à Para, qui est un livre avec un regard croisé comme ça sur un même sujet, dont le premier chapitre est réservé donc à ces jeunes que j'ai pu retrouver au Mali, qui se sont engagés à Castres. Et il se trouve qu'un des jeunes que je suis est le fils de Jean Raff. Donc c'était encore plus facile pour suivre l'histoire. Donc voilà, le projet de livre est né comme ça. Après, bien sûr, on en a parlé aux institutions sur place. On a parlé à la brigade parachutiste qui était super intéressée par le projet. On en a parlé aux services de recrutement aussi qui en ont acheté pas mal. Voilà, après on a fait une souscription, on a vu que ça fonctionnait. On a fait un tirage qui est assez gros pour un livre auto-édité. Et on a eu des très bons retours. Donc, et là, on réfléchit à une suite pour ce projet. Que tu sois civil et Jean-Raphaël militaire, est-ce qu'il y a eu des frustrations parce que par exemple Jean-Raphaël pouvait peut-être accéder à des choses qui étaient plus difficiles pour toi, mais toi tu avais peut-être également plus de liberté que lui. Ouais, en fait, oui et non, c'est-à-dire que parfois, ce qui est assez, alors il pourra t'en parler, ça serait pas mal que tu fasses venir ton podcast, peut-être, c'est une idée, parce qu'il a une bonne expérience aussi. Des fois, lui, il a on pense que les militaires ont plus d'accès que les journalistes civils. Parfois, c'est faux. Les institutions, en termes de communication dans l'armée, vont privilégier un journaliste civil qui bosse pour un grand média, donc par exemple pour TF1, France Télé, Europe 1 ou Paris Match, etc., plutôt que d'envoyer leurs communicants, parce que quand tu as une seule place dans l'hélico ou dans le convoi, ils vont préférer celui qui fera plus d'audience que le communicant qui va travailler plus pour les archives ou pour la page Facebook de l'armée de terre, quoi. Je caricature, mais tu vois l'idée. Donc parfois, il n'y a pas plus d'accès. Maintenant, c'est évident que quand tu es en uniforme avec tes appareils photo, c'est un peu plus simple le contact avec les gens sur le terrain. Quoique les gens sont quand même très méfiants, même quand ils voient un mec en treillis, du moment qu'ils voient des appareils photo, une caméra, ils sont méfiants. Donc ça aussi, il pourra t'en parler mieux que moi, il a toujours besoin de reprendre il avait toujours besoin de reprendre les choses à zéro, de montrer patte blanche, malgré son grade son grade d'adjudant-chef. Après, oui, alors, le côté par contre frustration de ne pas pouvoir faire
de ne pas aller des deux côtés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le journaliste qui va des deux côtés, ou qui a plus un devoir, qui est un peu plus critique de l'institution, critique de ce qu'il voit. Ça, on en avait parlé ensemble. Je sais que lui, c'était quelque chose qui le titillait un peu parfois. Mais voilà, après, c'est un communicant et c'est ça aussi le boulot. Le boulot veut ça, quoi. Quand tu bosses pour une boîte, parce que l'armée, c'est une boîte, hein, c'est une des plus grosses boîtes de France, tu critiques pas ton employeur, c'est logique en fait. Après, un journaliste n'est pas là pour critiquer gratuitement. Tu vois, c'est ça aussi la logique, la nuance qu'il y a, quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour faire de la communication quand tu es journaliste, tu n'es pas là non plus pour faire de l'audience, enfin du spectaculaire et tu vois, d'aller gratter là où il n'y a pas besoin de gratter. Donc il y a un juste milieu, quoi, à trouver. Quand vous avez décidé de faire le livre, l'un de vous avait une expérience dans le domaine de l'édition ou vous êtes parti de zéro? Alors, Jean-Raph, est-ce qu'il avait une expérience? Je crois pas. Enfin, à part dans son boulot, donc il avait fait de l'iconographie. Moi, j'avais déjà fait un livre photo sur les chasseurs alpins. Et j'avais fait un petit projet aussi à Toulouse sur un mariage de funambules. On avait fait une expo photo et ça avait donné lieu aussi à un petit livre photo. Donc j'avais une petite expérience. Et ensuite, là, ce qui m'a beaucoup aidé surtout, c'est mon expérience du marketing, de la vente, des réseaux sociaux, pour lancer le livre, lancer la campagne de financement participatif. Voilà, ça s'est plus joué comme ça. Après, on a fait bosser un graphiste qui bosse très bien, qui est en train d'ailleurs, qui est un militaire qui va se lancer aussi dans les prestations en civil, qui a fait notre maquette. Et donc voilà, après il suffit de bien s'entourer et tu trouves rapidement les talents et les compétences. Ok. Donc vous avez fait un crowdfunding pour financer le bouquin. Vous avez fait combien en objectif? Attends, parce que c'était en 2019. Je crois qu'on avait mis 500 précommandes de livres, je crois. On n'était pas parti sur un montant, on était parti sur un nombre d'exemplaires à commander pour imprimer. Donc on était parti sur 500 exemplaires. Ouais, c'est ce que je recommande aussi en général. Ça fait moins peur. C'est ça. Je crois qu'on avait même parlé avant que je le lance, on avait parlé tous les deux de ça. Je sais plus. Et en fait, ouais, 500 exemplaires, on les a vendus et ensuite derrière, on en a tiré à 1500. Ah ouais, c'est du gros tirage quand même pour de l'auto-édition, effectivement. Et les 1000 derrière, vous avez réussi à les vendre parce que je crois qu'il en reste plus des masses. Il en reste encore quelques-uns, tu vois, on en voit ici un petit peu. Il y en a quelques-uns encore. On en a gardé en fait un stock pour pouvoir justement, déjà pour se dire on en aura forcément besoin plus tard. Des fois on en offre à certains responsables militaires qu'on croise pour leur dire voilà, on a fait ça. Des fois ça ouvre des portes. On en vend un petit stock aussi sur le site, sur Défense Zone. Et le reste on a vendu soit à des gens en particulier qui étaient intéressés, sinon des institutions qui ont passé commande un peu groupées, des services de recrutement qui s'en sont servis aussi comme outil un peu promo, de cadeaux un peu prestige, parce que c'est un livre qui est c'est un bel objet quoi, bien lourd, bien cher à envoyer. Voilà, qui fait avec une belle couverture cartonnée, qui fait 200 pages sur du papier photo imprimé chez Scourbiac. C'est un très bel objet quoi. Encore un podcast où on parle des Scourbiac. Décidément. Et du coup, ton retour sur cette expérience de l'auto-édition, c'est quoi? C'est positif? Ah ouais, c'est carrément positif, tellement qu'il me tarde de basculer sur le prochain sujet, le prochain projet. On a prévu un autre livre comme ça ensemble. Là, on l'a un peu mis en stand-by pour avoir le temps de s'occuper de celui qu'on va monter avec DR. Cette expérience de l'auto-édition est vachement intéressante. Là, on prépare donc la suite de ce livre. Et là, en ce moment, je suis en train de bosser avec Jean-Raph et d'autres gens du collectif sur le projet de livre qu'on a ensemble au sein du collectif DR, qui va être aussi une sorte d'auto-édition, même si là, on prend le rôle d'éditeur. D'éditeur dans le sens où on est sur un projet collaboratif, donc on ne va pas faire ça comme un éditeur traditionnel, c'est-à-dire qu'on n'avance pas tous les frais pour ensuite faire du bénéfice. On va reverser les bénéfices aux photographes, on s'en sert aussi comme outil pédagogique pour apprendre aux photographes à le faire, pour qu'ils puissent monter leur propre projet, comme toi tu as pu le faire, comme William a pu le faire, comme d'autres sont en train de le préparer sur leur projet perso. Et donc après, voilà, pour répondre à ta question, moi je suis convaincu que l'auto-édition,
au-delà du fait que ça soit bien, c'est même obligatoire pour un photographe indépendant de se lancer au moins une fois dans sa vie dans un projet d'édition, d'auto-édition, parce que c'est l'aboutissement d'un projet photo, c'est l'aboutissement d'une certaine vision de la photo aussi. C'est la meilleure façon de partager ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu avec des gens qui nous suivent, parce que c'est un livre, voilà, c'est presque quelque chose d'intime en fait. Tu vois, tu mets tout ce que tu as dans ce livre pendant des mois, voire des années parfois. Ça te coûte beaucoup d'énergie, ça te coûte beaucoup d'argent, ça te coûte beaucoup d'émotions diverses et variées, bien, pas bien. Et au final, tu as quand même une récompense qui est juste énorme. Si tu arrives à bien faire les choses, bien sûr, parce que tu peux aussi passer du temps sur un truc qui va foirer, mais après, ça c'est la logique d'entrepreneur. On fait tous des trucs qu'on va foirer. Maintenant, c'est comment on tire une leçon de ça, et est-ce qu'on voit le positif ou est-ce qu'on voit le négatif. Mais partons dans l'idée où ça sera un succès, où ça sera quelque chose de positif, bah la récompense, elle est énorme, quoi. Elle est énorme. Ça a été lucratif pour toi ? Ça dépend comment tu vois le truc, comme d'hab. Hein. Si c'est rapport au temps passé, non. Ouais, forcément, de toute façon, je crois pas qu'on ait des métiers où on compte les heures. Mais je veux dire, est-ce que ça a compté dans ton chiffre d'affaires ? Est-ce que ça t'a permis de vivre, en fait ? Ouais. En termes de chiffre d'affaires, ça a été une très belle opération. En termes de bénéfices sur le temps, pas forcément, mais c'était pas le but. De toute façon, c'est compliqué de chiffrer rien que le temps à faire les images. C'est ça. Ça, tu pourras jamais savoir. Après, ce qui est bien aussi, c'est que dans la stratégie que j'avais sur ce livre, c'est que tous les reportages qui ont été faits dans le cadre de ce livre ont aussi été faits pour la presse. Il y a beaucoup de chapitres qui ont été publiés en quelque sorte, pas tels quels, mais avec un certain editing, un certain angle journalistique, dans des journaux comme VSD, Paris Match, etc. Donc voilà, ça permet de rentabiliser le projet et de faire du bénéfice sur ce que tu fais en presse, par exemple. Est-ce que tu as vu un avant et un après le livre dans ta notoriété, c'est un grand mot, mais dans la reconnaissance ou dans ton réseau, est-ce qu'il y a eu un avant-après ? Je ne le définirais pas comme quelque chose de significatif, mais par contre j'ai vu des différences. Moi, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé quand je suis arrivé sur d'autres reportages, que j'ai rencontré d'autres unités qui étaient au courant, qui m'ont fait des retours, donc je sais que ça a servi à quelque chose, à ce niveau-là. Après, je saurais pas te dire, je pense pas avoir le recul nécessaire sur ça, quoi, parce que j'ai tellement été dedans que la problématique quand tu es sur des projets un peu ambitieux ou qui te demandent beaucoup d'énergie, de temps, d'investissement, c'est que tu es aussi beaucoup dans la projection tout le temps. Et après, c'est un problème que j'ai, moi, on fera ma psychanalyse un autre jour, si tu veux. Sinon, ça va être chiant. Mais c'est le côté, tu vois, tu te projettes beaucoup dessus. Et au final, quand c'est terminé, quand tu as le résultat sous la main, c'est presque logique, en fait. Parce que tu as tellement travaillé dans ce sens-là, tu as tellement visualisé ton objectif, que tout le changement s'est fait pendant le travail que tu as mené. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Donc au final, je manque de recul. Maintenant, c'est quand je me pose et que je regarde ce que j'ai fait, notamment ce livre, oui, il y aurait un avant et un après. Ouais. Tu auto-édites ton livre, ça fonctionne, tu en vends pas mal, c'est lucratif. Et du coup, comme d'habitude, quand tu fais quelque chose qui fonctionne, tu le partages avec tes collègues et tu lances une formation dans l'auto-édition. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Ouais, en fait, exact. En gros, j'ai commencé assez rapidement à partager au fur et à mesure ce que je faisais. D'abord en technique photo, puis ensuite en marketing. Parce que y a déjà des gens qui me demandaient, qui me disaient comment t'as fait pour faire telle chose. Et quand tu t'intéresses à l'infoprenariat, donc au fait de créer des formations en ligne et de vivre de ça, d'être formateur professionnel en ligne, tu te rends compte qu'il vaut mieux faire une formation enregistrée et la proposer à 1000 personnes ou 100 personnes, plutôt que d'appeler ces 1000 personnes à chaque fois une par une pour leur dire la même chose. Déjà, en termes de santé mentale, c'est mieux. Puis après, en plus de ça, c'est lucratif. Et pour toi, en tant que formateur, parce que c'est quelque chose que tu peux vendre plusieurs fois avec, sans avoir de coûts supplémentaires, de coûts marginaux. Et c'est lucratif pour la personne derrière parce qu'elle peut avoir un retour sur investissement. Donc c'est un vrai investissement pour elle. Si elle applique, bien sûr, ce qu'elle apprend. C'est toujours la même chose. Donc j'ai fait plusieurs formations, notamment une sur l'auto-édition.
C'est une formation qui dure de mémoire 1 heure et demie, qu'il faut que je mette à jour d'ailleurs. Comme je fais en général toutes mes formations, j'essaie de les mettre à jour régulièrement. C'est pour ça que j'ai créé le club des stratèges, parce qu'on en parlera après, mais tu vas intervenir dans le club des stratèges. Ouais, on va en parler tout à l'heure. D'accord. Donc en gros, voilà, j'expliquerai après, mais via ce système-là, je mets à jour les modules, et parce que ça évolue tout simplement. Il y a plein de choses que je dis qui vont rester dans l'avenir, mais qu'il faudra améliorer pour... ça, c'est comme quand tu fais des formations sur Instagram. L'algorithme d'Instagram change tellement, les pratiques changent, qu'il y a des choses à améliorer, quoi. Et puis tu peux rajouter des retours d'expérience, de projets que tu fais à côté. Notamment toi, ton expérience de Willy, de William Lamblay, de ce qu'on va faire avec DR. Voilà, en gros. Qu'en fait, dans tes formations, tu partages ton vécu et ce qui a marché, en fait. Donc, et ce qui n'a pas marché. C'est pas mal aussi parfois de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, c'est quelque part, c'est aussi un peu égoïste. Je le fais pour moi, pour mon moi du futur. En fait, je note tout ce que j'ai fait mal, tout ce que j'ai foiré, pour justement pas le refaire la prochaine fois. Et sur ce projet, sur Para, j'ai fait plein d'erreurs. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Il y a plein de trucs que j'ai mal fait. Et le pire, c'est que j'en ai conscience. Et du coup, pour éviter de refaire ça, je l'apprends aux autres. Et il y a un truc qui est génial quand tu apprends des trucs aux autres, c'est que tu retiens vachement mieux quand tu apprends quelque chose aux autres. C'est un truc, c'est magique. Vas-y, donne-nous une grosse erreur sur Para. Une grosse erreur sur Para, sur la partie financement et diffusion du bouquin. J'avais prévu au début de faire des versions un peu collector avec des coffrets et pas proposer juste le livre simple, et je l'ai pas fait. Et je l'ai pas fait parce que je sais pas, côté feignant peut-être dans le moment. Du coup, je sais que si je recommence demain un projet comme ça, je vais rajouter beaucoup plus de contreparties dans le crowdfunding. Je vais faire des petites numérotations sur le livre, en fait, sur certains volumes. Parce que je sais que ça aurait marché. Et du coup, j'en aurais vendu peut-être pas plus, mais j'aurais augmenté le panier moyen, donc j'aurais vendu plus cher le livre. Donc ça, c'est un truc, voilà, petite erreur que j'ai fait, enfin petite, grosse, j'en sais rien, mais en tout cas une erreur que j'ai fait. Ok. Et à l'inverse, qu'est-ce qui a fonctionné ? Une petite astuce là, issue de la formation ? Ouais, donc non, ce qui a fonctionné, ça a été de faire un calendrier et de s'y tenir, d'avoir une vraie stratégie pour ça. Donc se dire, telle date, on sort le bouquin, à telle date, on a le bon à tirer, le BAT, à telle date, on a toutes les images, on fait les relectures, etc. Pour savoir où tu en es, parce qu'un projet comme ça, c'est assez titanesque, c'est énormément de travail, c'est un énorme investissement, là on parle de plusieurs milliers, sinon pratiquement 20 000 euros de frais. Ouais, ça, entre 15 et 20 000 euros de frais, entre l'impression, etc. Donc voilà, c'est quand même, c'est pas anodin, et tu peux vite passer des nuits à mal dormir si tu es pas organisé. Donc ça demande ça. Et d'ailleurs, j'allais dire le seul intérêt, c'est pareil, c'est pas le seul intérêt, mais le principal intérêt de passer par une boîte d'édition, une société d'édition pour éditer un livre quand tu es auteur, que ce soit photographe, ou bande dessinée, ou tout ce que tu veux, c'est que tu n'as pas à penser à ça, en fait. Tu as une boîte qui a des collaborateurs, des salariés qui font ça toute la journée, qui gèrent un calendrier, qui gèrent des échéances, qui gèrent la stratégie pour toi, et toi tu ne fais que, entre guillemets, fournir le contenu. Là, tu dois avoir plusieurs casquettes, plusieurs cerveaux par moment. Tu dois avoir une capacité à penser à plusieurs choses à la fois, sur à la fois l'éditorial, le contenu, la diffusion, la communication. Voilà, donc ça fait partie de compétences, des compétences qu'il faut essayer de maîtriser, qui s'apprennent, pas 50 solutions, et qui s'apprennent, et surtout qui s'éprouvent. Tu peux pas... Encore une fois, il faut vraiment expérimenter tout ça. Donc se lancer dans un premier projet pour voir ce que ça implique, comment on réagit soi-même aussi à ça, et échanger, faire ce qu'on fait qui plaît pas forcément à tout le monde, mais échanger avec d'autres gens pour avoir des infos, pour apporter de la valeur. L'inverse que font pas mal de gens des fois, voilà, pour faire avancer le truc. C'est clair que la formation, je pense qu'elle est intéressante pour le photographe qui veut auto-éditer, parce que moi c'est comme toi, je suis parti de rien avec une expérience
proche du zéro dans l'auto-édition. Et en fait, moi, mon vécu, c'est d'avoir réglé une succession de problèmes jusqu'à arriver à ce livre. Et je pense qu'avec une formation, des rencontres, des discussions, on peut s'éviter pas mal de tracas. Et c'est vrai que le calendrier dont tu parlais est important parce que c'est des projets titanesques, comme tu le disais, qui peuvent prendre, enfin qui s'étalent sur plusieurs mois, avec parfois des mois aussi où il ne se passe pas grand-chose. Je pense notamment aux semaines où le projet est plus entre nos mains et qu'il est chez l'imprimeur. Et on peut rapidement se faire rattraper, prendre du retard. Et sur un projet qui dure des mois, les retards, ça peut être des semaines, ce qui peut parfois être compliqué. Donc c'est une bonne astuce, le calendrier d'avancement du projet. Tu m'as invité à participer au Club des Stratèges le 7 juin. Tu peux nous en dire plus? On va faire quoi? On va faire ce qu'on fait là, donc on va échanger ensemble et publiquement, alors pas publiquement pour tout le monde, mais pour ceux qui sont membres du club. En gros, le Club des Stratèges, c'est un programme de formation que j'ai créé il y a un peu plus d'un, il y a un peu plus d'un an, il y a un peu moins d'un an. C'était l'été dernier. En gros, l'idée, c'est que tous les lundis soirs, pendant 1 heure et demie, parfois 2 heures, on se réunit avec des photographes, des vidéastes, des entrepreneurs qui sont dans la création, qui ont envie d'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles techniques, notamment dans tout ce qui tourne autour du marketing et de la stratégie d'entreprise. Donc en gros, comment on vit de sa passion, tout simplement. Et donc tous les lundis, je donne un cours et je fais venir de temps en temps des gens qui ont une expertise dans un domaine. Ça peut être par exemple des gens dans la comptabilité, dans le droit. Il y a une avocate qui est venue pour parler de droit à l'image, droit d'auteur par exemple. Dans la photographie, dans la vidéo, ce genre de choses. Et l'idée, c'est d'échanger ensemble, de répondre aux questions qu'ont les gens. Et donc là, l'idée de t'inviter dans ce club, c'est de pouvoir reparler à nouveau d'auto-édition. Peut-être en accent un peu plus cette fois, ça il faudra qu'on en parle ensemble, et en fonction des questions qu'auront les gens, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez savoir. Peut-être sur la partie financement, crowdfunding, technique de financement, de stratégie de financement d'un livre, ça peut être intéressant. Et ça, c'est quelque chose que je vais rajouter dans la formation, justement sur l'auto-édition. Le club, c'est une façon pour moi de créer du contenu un peu plus facilement et plus cool que d'être seul devant sa caméra et parler comme ça. C'est toujours mieux d'échanger avec des gens en plus puisqu'il y a un chat qui est à disposition, vous pouvez intervenir, vous pouvez poser des questions en direct. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool, les retours sont très chouettes, et puis derrière il y a un esprit de communauté aussi, les gens sont à l'intérieur et les gens qui sont à l'intérieur peuvent communiquer ensemble, on a une messagerie interne, on peut monter des projets ensemble, voilà, c'est quelque chose qui commence à prendre un peu de l'ampleur, qui commence à monter en puissance et que j'espère faire grandir encore plus. Ok. Alors pour ceux qui veulent nous rejoindre, j'ai mis un formulaire en place. Il faudra juste donner un mail et on vous enverra les infos sur collectionmiwa.com/cs et on vous enverra ça sur les réseaux sociaux. Donc vous pourrez vous inscrire. Et j'ai hâte d'y être. Alors le podcast tire à sa fin. Ça fait un peu plus d'1 heure là. On va enlever les 10 minutes où on dit n'importe quoi. Et ça sera déjà pas mal. Alors on a une question sur Instagram, c'est est-ce que tu as déjà fait des reportages vidéo? Donc c'est Nao KGL qui pose la question. Alors, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je poste des vidéos comme celle dont tu faisais mention au début de notre échange sur le Mali que j'ai posté hier, où en gros sur mes reportages j'essaie de prendre un maximum de vidéos, soit avec mon drone, soit avec une GoPro que j'accroche sur l'appareil photo au niveau de la griffe du flash, pour faire un petit peu de backstage, quoi, de making of. J'ai eu une période aussi où j'ai testé les vlogs, donc le truc que font toutes les influenceuses là à Dubaï. Voilà, j'ai testé pour voir ce que ça donnait pendant quelques voyages. Au début c'était rigolo, après ça m'a vite gonflé. J'ai eu une expérience aussi de réal. J'ai fait 3 petits documentaires de 28 minutes. J'ai bossé avec une boîte de prod qui bossait avec France Télé aussi. Voilà, j'ai eu quelques expériences comme ça qui m'ont permis de toucher du doigt certaines compétences, certains univers que je connaissais mal. Mais c'est pas quelque chose que je fais à plein temps, clairement pas, et c'est pas quelque chose que je souhaite faire régulièrement.
on va dire. Merci à toi, Fred. Eh ben, avec plaisir, merci de m'avoir invité et merci pour ce moment. Alors si vous avez aimé l'épisode, comme d'hab, 5 étoiles, c'est pas mal, surtout sur Apple Podcast, ça fait remonter le podcast dans les statistiques et pour l'algorithme, c'est pas mal. Un commentaire, c'est top. Et je vous invite pour le prochain podcast dans 15 jours, il sera un peu particulier, il a déjà été enregistré. Sinon on se retrouve également pour ceux qui le souhaitent le 7 juin à 20h au Club des Stratèges avec Fred et toute une bande de joyeux photojournalistes. À bientôt. À bientôt.